Donc ici, ce sera pas un cours théorique, c'est vraiment un cours basé sur mon expérience. Sauf que, évidemment, tu t'en doutes, je me suis pris des murs total. Donc je pouvais pas me retourner et dire à la marque, en fait, vous pouvez pas utiliser ma vidéo comme ça. Tu te retrouves un peu à bosser dans le vide, à faire des allers-retours à rallonge. Ça, je pense qu'on l'a tous fait, on est déjà toutes passées par là. Sauf que si la marque, elle est prête à payer ça et qu'elle a un budget pour ça, pourquoi est-ce qu'elle a pas un budget pour payer le créateur qui lui a créé les contenus? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que tu dis non aujourd'hui que cette collab, tu l'auras jamais. Peut-être que dans 2 mois, tu te dis, mais punaise, en fait, cette vidéo, j'aurais pu la facturer tellement plus cher. Mais sache simplement que c'est normal au tout début de faire des erreurs, de se tromper un petit peu sur ses prix. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de podcast qui, je pense, va te plaire et fortement t'intéresser. Si tu t'es déjà posé des questions sur combien est-ce que tu devrais facturer, si tu t'es déjà demandé, ok, est-ce que je facture autant parce que t'as peur de paraître trop cher et du coup de passer à côté de la collab, si parfois tu reçois des briefs ou des demandes de vidéos UGC et que t'as aucune idée de combien facturer, tu vas vraiment aimer cet épisode parce que ici je vais te raconter les 5 grosses erreurs que moi j'ai faites quand j'ai débuté dans la création de contenu UGC, et c'est des erreurs qui m'ont entre guillemets coûté cher, même si j'estime toujours que le fait de faire des erreurs c'est quelque chose qui te permet d'apprendre et justement de t'améliorer, mais je trouvais que c'était intéressant de te les partager pour que justement tu puisses apprendre de mes erreurs à moi et du coup toi pouvoir éviter et vraiment skipper cette étape et passer directement à un bon pricing et facturer correctement à ta juste valeur. Donc ici, ce sera pas un cours théorique, c'est vraiment un cours basé sur mon expérience. Donc je vais pas forcément te donner des principes de voilà comment tu dois facturer tes prix, mais vraiment te donner les erreurs que moi j'ai commises et qui du coup m'ont fait perdre du temps, qui m'ont fait perdre de l'argent. Et comme ça, toi tu vas pouvoir en découler quelque chose et pouvoir éviter tout ça. Donc je vais commencer tout de suite avec l'erreur numéro 1 que j'ai faite quand j'ai commencé dans l'UGC, c'était de facturer au pif. Et en vrai, ça vaut pas forcément que pour l'UGC, ça vaut aussi pour avant quand j'étais community manager, je facturais aussi au pif, donc vraiment à la sensation. Je regardais un peu ce que mes concurrents y faisaient, ce que les autres y vendaient comme prestations, leurs prix, etc. Et c'était un peu, je les copiais finalement, je faisais exactement la même chose qu'eux en me disant, voilà, si eux ils ont facturé autant, c'est que moi je devrais facturer la même chose parce qu'on vend plus ou moins les mêmes prestations. Du coup, le problème, c'est que je me suis retrouvée, quand j'ai commencé l'UGC, à demander aux marques des sommes comme 250 € parce que c'est ce que je voyais aux States, parce que forcément l'UGC au début quand j'ai commencé, c'était vraiment pas connu. Enfin, moi j'ai commencé en 2022 et du coup en France, en Belgique, en francophonie, c'était pas du tout connu, il y avait personne qui faisait ça. Et du coup, forcément, ma seule référence, c'était les Américaines qui gagnaient déjà genre 10 000 $ par mois avec l'UGC parce qu'elles facturaient déjà des vidéos à 250 $, 500 $. Et moi, je me suis dit, ici, ça devrait être la même chose, même si c'est les débuts et que y a pas beaucoup de personnes qui font de l'UGC ici, ça devrait être la même chose, donc je vais facturer 250 €. Sauf que, évidemment, tu t'en doutes, je me suis pris des murs total. Déjà parce que première chose, les marques, elles connaissaient pas l'UGC. Donc en France et en Belgique, elles se demandaient ce que je leur proposais, elles se disaient pourquoi tu nous proposes ça, c'est de l'influence finalement, mais t'as que 70 abonnés, enfin bref. Donc elles comprenaient pas, donc à quel moment elles allaient me payer 250 €. Et puis forcément, je proposais 250 €, mais le prix était vraiment lunaire par rapport à moi, mes compétences à l'époque. Genre mes vidéos UGC, je l'ai déjà dit dans des épisodes de podcast, mais c'était quasiment pas des vidéos UGC, c'était vraiment pas incroyable, en tout cas les vidéos qu'il y avait dans mon portfolio. Et du coup, j'étais pas du tout légitime pour facturer 250 €. Donc forcément, je me suis pris des murs. Et puis, je dis que je facturais au pif parce que, tu vois, t'avais aussi par moment où j'allais dire, voilà, mon prix, c'est 100 € parce qu'en face de moi, j'avais une marque qui me faisait comprendre qu'elle avait un petit budget. Genre, je me souviens, et ça d'ailleurs, c'était ma toute première collab, je me souviens que la marque en face de moi, elle me faisait comprendre, oui, on est une petite marque, on vient de se lancer, etc. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, je m'étais déjà dit un petit peu les calculs, combien je devais facturer, et je m'étais dit, voilà, je vais facturer 150 €. Et là, la marque, elle me faisait vraiment comprendre qu'elle avait pas beaucoup d'argent à investir là-dedans. Et du coup, je lui ai dit, ok, c'est bon, 100 € la vidéo. Sauf que c'était pas ça mon tarif, et que dans les 100 €, elle me demandait de faire le script, de faire le tournage, de faire le montage. Elle me demandait des retours illimités. Donc clairement, même si je débutais, ça valait plus que 100 €. Mais simplement, je facturais un peu à la tête du client parce que voilà, la marque, elle m'avait dit qu'elle avait pas beaucoup de budget. Et en fait, pourquoi je faisais cette erreur-là d'un peu facturer à la sensation, facturer un peu à la tête du client, c'est parce que j'avais pas de base concrète. Je savais pas concrètement ce que je facturais, ce pourquoi la marque elle allait me payer. Et à ce moment-là, j'osais pas encore me poser la question de
qu'est-ce que vaut vraiment mon travail, qu'est-ce que vaut mon expertise, qu'est-ce que vaut mon contenu, qu'est-ce que ça va lui permettre d'accomplir sur ses réseaux sociaux. Je me posais pas ces questions-là, je me posais juste, voilà, le prix d'une vidéo UGC, c'est ça, et voilà, je facture et c'est tout. Alors que ici, ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment créer une grille tarifaire en fonction de tout ce que je vais créer autour de cette vidéo. Donc, avec des variables qui sont claires. Est-ce qu'il y a un script à écrire? Est-ce qu'il faut faire le tournage? Est-ce qu'il faut faire le montage? Enfin, le tournage, oui, mais est-ce qu'il faut faire le montage? Est-ce qu'il faut ajouter des effets, des transitions? Est-ce qu'il faut ajouter des sous-titres? Est-ce que le contenu, il va être utilisé en organique ou est-ce qu'il va être utilisé de manière sponsorisée? Tout ça, c'était des variables auxquelles je pensais pas forcément et du coup, qui faisaient que je facturais pas pour ces choses-là. Et le fait d'avoir une base, tu gagnes en confiance, tu gagnes en clarté aussi parce que tu sais exactement ce que tu proposes aux marques, parce que moi je le vois tout le temps, il y a plein de personnes qui se lancent dans la création de contenu UGC qui finalement savent pas vraiment ce qu'elles vendent, elles savent pas ce que c'est, enfin oui, elles savent que concrètement tu reçois un produit, tu fais une vidéo et tu l'envoies à la marque, mais elles connaissent pas vraiment tout ce qui se cache derrière une vidéo UGC, elle va faire un script vite fait et voilà, mais ce script tu dois le facturer, le montage tu dois le facturer, et tout ça évidemment tu t'en rends compte quand t'es sur le terrain, quand t'as déjà créé plusieurs vidéos UGC, et du coup moi forcément je m'en suis rendu compte par la suite, et c'est pour ça que à partir de maintenant je me pose toujours la question de concrètement qu'est-ce que ça inclut ma vidéo? Qu'est-ce que la marque finalement, enfin pourquoi est-ce qu'elle me paye? Et c'est vraiment ça que tu dois faire aussi. Ensuite, l'erreur numéro 2 que je faisais tout le temps, c'était d'oublier les droits d'usage en sponsorisé. Parce que moi j'ai bossé plusieurs fois avec des marques qui finalement utilisaient mes vidéos en organique, mais à plusieurs reprises, j'ai vu que mes vidéos étaient utilisées aussi en publicité, alors que j'avais pas forcément signé pour ça. Mais en fait, le problème, c'est que dans mon contrat, qui était un contrat à l'époque, et je sais que je le dis tout le temps, il faut absolument établir un contrat rédigé par un avocat entre toi et la marque, mais à l'époque, moi aussi, j'ai fait l'erreur de télécharger un contrat gratuit sur Internet et de me dire, ok, c'est bon, je suis protégée. Donc déjà, dans ce contrat gratuit que j'avais téléchargé sur Internet, il n'y avait pas de spécification, enfin c'était pas spécifié si c'était du contenu qui allait être publié en organique ou si c'était du contenu qui allait être sponsorisé avec un budget publicitaire. Donc déjà là, c'était une erreur parce que forcément, si une marque utilise ton contenu en sponsor, elle va potentiellement générer plus de trafic, plus de conversion, plus d'argent grâce à ton image et toi, tu devrais être payé pour ça. Donc moi, l'erreur que j'ai faite, c'était que je faisais pas cette distinction-là et du coup, j'ai vu des vidéos à moi apparaître dans des ads alors que j'avais pas du tout donné mon accord pour ça. Sauf que en soi, j'avais pas non plus donné mon désaccord. Donc je pouvais pas me retourner et dire à la marque, en fait, vous pouvez pas utiliser ma vidéo comme ça. Donc ça, c'est hyper important quand tu vas collaborer avec une marque. Tu dois absolument lui demander l'usage qu'elle va en faire de ta vidéo et pour combien de temps. Parce que c'est bien beau de sponsoriser ta vidéo et de vendre une vidéo à sponsor. Mais si la marque utilise ta vidéo pendant 1 mois en sponsor et pendant 1 an, c'est quand même différent en termes de retombées que elle va avoir. Et du coup, toi, en termes de prix que tu vas pouvoir facturer. Donc moi maintenant ce que je fais, c'est je facture à chaque fois les droits de diffusion. Donc je vais facturer un pourcentage entre 10 et 15% mensuellement en plus de la vidéo. Donc tu as le total de la vidéo et je fais 10 à 15% supplémentaires par mois. Et ça me permet d'avoir un calcul pour la durée des droits d'usage et pour facturer en fait ces cessions de droits que je donne à la marque et je lui donne mon autorisation du coup de l'utiliser en publicité. Avec toujours la mention dans le contrat, et ça tu verras avec ton juriste, avec ton avocat, que si tu vois que ta vidéo est utilisée plus longtemps qu'elle n'était destinée, donc que ce que vous avez signé, que la marque doit te payer des indemnités. Si tu vois par exemple vous avez signé pour 6 mois d'ads et que la vidéo tu vois qu'après 6 mois supplémentaires, ça fait 1 an qu'elle tourne en ads, la marque te doit des indemnités. Ça c'est hyper important parce que la cession de droit elle est pas à vie. Il y a plein de marques et je le sais parce que au début je faisais tout le temps ça. Il y a plein de marques qui vont essayer d'avoir ta vidéo à vie, genre à perpétuité. Moi je suis pas trop à l'aise avec ça dans le sens où déjà par exemple tu pourrais te retrouver à bosser avec une marque imaginons de skincare qui te dit ok nous on veut la vidéo à vie. Ok, tu donnes ta cession de droit à vie. Mais le problème, c'est que peut-être que d'ici 2 mois, 3 mois, tu vas avoir une proposition d'une autre marque de skincare qui, elle, va te demander l'exclusivité et qui est prête à te payer pour cette exclusivité, donc pour le fait que tu ne travailles pas avec d'autres marques de skincare et que tu ne sois pas le visage d'autres marques de skincare. Le problème, c'est que juste avant, tu auras travaillé avec une marque de skincare pour laquelle tu auras donné ta cession de droit à vie. Et donc ça, c'est problématique parce que du coup, tu passes à côté d'une collab qui aurait pu te rapporter pas mal d'argent et puis même, c'est une opportunité de collaborer avec une nouvelle marque, une marque qui te demandait l'exclusivité et qui était prête à payer pour ça. Donc ça peut être problématique. Donc c'est pour ça que moi, je fais très attention à ne jamais céder mon image à vie à une marque.
Et ça, à partir du moment où tu l'expliques clairement à une marque, normalement, elle va comprendre. Et après, si elle comprend pas, tant pis pour elle, c'est juste que c'est pas ton client idéal et qu'il faut pas bosser avec. Mais fais vraiment très attention aux marques qui veulent la perpétuité et surtout qui ne te payent pas le prix en amont. Évidemment, là, je parle bien pour des vidéos à sponsoriser en ads et pas des vidéos en organique. Parce que forcément, des vidéos en organique, finalement, elles tombent un peu dans les abysses du feed et voilà, il y a du nouveau contenu qui va être publié à chaque fois. Une vidéo organique, ça a une durée de vie quand même moins longue, tandis qu'une vidéo ads à sponsoriser, là, on met un budget publicitaire pour que la vidéo elle soit montrée en permanence dans le fil d'actualité. Et donc c'est là où il faut vraiment faire très attention. Ensuite, la troisième erreur que je faisais aussi, c'était d'accepter des missions un peu floues, voire bancales. Genre typiquement, je me rappelle que j'ai accepté des offres du style, voilà, nous on aimerait faire une vidéo sur TikTok qui soit un peu créative, qui sorte du lot. Ok, mais c'est-à-dire, parce qu'il y avait vraiment aucune explication en plus, il n'y avait pas d'objectif qui était précisé, genre ok, je dois juste créer une vidéo créative sur TikTok, enfin qui est destinée à être publiée sur TikTok, mais ça me dit pas c'est quoi votre objectif, si c'est de la conversion, de la notoriété, si vous voulez plus de trafic, ça me dit pas aussi les concepts que vous souhaiteriez que j'utilise ou si vous avez déjà, je sais pas, testé des concepts et que ça a bien fonctionné et que vous aimeriez créer ce type de concept à nouveau ou alors carrément partir sur quelque chose de totalement différent. Et du coup, le problème, c'est que quand tu clarifies pas ça, tu te retrouves un peu à bosser dans le vide, à faire des allers-retours à rallonge. Tu perds énormément de temps. Le temps, c'est de l'argent. La marque, parfois, elle va profiter de ça. Elle va profiter du fait de te demander plein d'allers-retours parce que ça a été tellement vague qu'il y a eu aucun contrat, par exemple, qui a été signé. Il y a eu aucun détail par rapport aux allers-retours. Et du coup, elle va en profiter pour te demander plein de modifications. Et toi, tu vas perdre énormément de temps. Et ça, c'est très problématique. Donc maintenant, aujourd'hui, avant de donner un prix sur une vidéo, je pose toujours des questions clés, des questions qui vont me permettre de préciser la demande et vraiment d'affiner les besoins de la marque. Parce que une vidéo créative, enfin c'est pas une demande précise. Donc moi je vais poser les questions suivantes. C'est quoi l'objectif déjà de la campagne ? Qui est la cible ? Où est-ce que le contenu va être diffusé ? Parce que forcément s'il est diffusé sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, tu peux éventuellement facturer un supplément. Quel est le message que je dois diffuser dans la vidéo ? Parce que parfois tu as des concepts qui vont être plus compliqués que d'autres. Si imaginons la marque elle se dit nous on aimerait bien faire un micro-trottoir, je trouve que c'est chouette comme concept. C'est une vidéo qui va te demander plus de travail déjà parce que tu vas devoir demander un intervenant de te filmer parce que tu peux pas filmer le micro-trottoir tout seul. Ça va te demander plus d'engagement de ta personne, genre le fait d'aller dehors, d'aller arrêter des gens dans la rue, de leur poser des questions, etc. C'est plus compliqué, enfin ça demande plus d'efforts que faire simplement une vidéo chez toi tranquille avec ton téléphone et ton trépied. Donc ça c'est hyper important. Et aussi, question hyper importante, est-ce que tu dois rédiger le script ou alors est-ce qu'il est fourni ? Est-ce qu'il y a un brief à disposition ou alors est-ce que c'est toi qui dois faire les recherches en amont ? Parce que forcément, faire les recherches sur une marque, ça peut prendre du temps. S'il n'y a pas du tout de brief, que tu n'as aucune idée de vers où aller, oui, il y a ChatGPT, il y a l'IA, tout ce que tu veux, mais ça va quand même te demander plus de temps, tandis que si tu as un brief, tu as un raccourci en quelque sorte, et en plus, c'est un raccourci qui provient de la marque directement, donc tu sais exactement vers où aller. Donc tout ça, c'est des éléments que je demande systématiquement avant de donner un prix, et je me suis même fait un questionnaire que j'envoie aux marques, donc c'est un questionnaire avec des questions types qui me permettent vraiment de bien fixer la demande, comme je le disais, de préciser les besoins de la marque et du coup de pouvoir lui donner un prix par rapport à ça. Et du coup, ça me fait gagner un temps fou et surtout, ça évite les malentendus parce que les malentendus en collaboration, il n'y a rien de plus relou que ça. Et tu verras vraiment, ça va te faciliter la vie. Donc, essaye de bosser là-dessus et dis-toi que si les marques, elles sont pas capables de te donner ces réponses à ces questions-là, qu'elles sont pas capables de remplir ton formulaire, c'est qu'elles savent même pas elles-mêmes ce dont elles ont besoin. Si elles connaissent pas les réponses, c'est qu'elles connaissent pas leurs besoins. Donc ça, à bien clarifier avec elles. Ensuite, l'erreur numéro 4 que je faisais tout le temps, c'était d'accepter un budget faible par peur de passer à côté de la collaboration. Ça, je pense qu'on l'a tous fait, on est déjà toutes passées par là, on a absolument envie de bosser avec la marque et on se dit que voilà, si elle accepte pas notre prix que nous on a fixé, tant pis, on peut faire quand même un petit geste et facturer un peu moins cher parce qu'on a vraiment envie de travailler avec cette marque-là. Moi, ça m'arrivait plusieurs fois, donc en gros, la marque, typique, enfin sûrement ça t'est déjà arrivé, mais la marque, elle te contacte, elle te dit, waouh, on adore ce que tu fais, on adore ton style, etc. Du coup, tu vas commencer à discuter avec elle et puis elle va te dire, par contre, on a qu'un petit budget pour les vidéos, donc voilà. Et du coup, toi, tu vas baisser ton prix parce que t'as vraiment envie de bosser avec elle. Et puis, qu'est-ce que tu vois derrière ? Et ça m'est arrivé, je parle en connaissance de cause. Tu vois que la marque en question, elle bosse avec 10 créateurs UGC, qu'elle booste des publicités en ads. Du coup,
elle a le budget, tu vois. Si elle arrive à booster des vidéos en ads, c'est qu'elle a le budget. Moi, je fais des ads en ce moment pour faire la promotion de UJC School. Et je sais que ça coûte très cher de faire des ads. De ce que j'ai pu tester de mon côté, pour avoir une ad qui fonctionne bien, donc une pub sur Meta qui fonctionne bien, t'es sur un budget de au moins 50 € par jour. Sauf que cette pub, tu vas pas la laisser tourner une semaine, tu vas la laisser tourner 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois. Et donc je te laisse faire le calcul, ça fait un bon paquet d'argent. Sauf que si la marque elle est prête à payer ça et qu'elle a un budget pour ça, pourquoi est-ce qu'elle a pas un budget pour payer le créateur qui lui a créé les contenus ? Donc moi, ce que j'ai compris de ça, c'est que c'est pas à moi de payer pour le budget limité d'une marque. C'est pas parce que la marque, elle a que 100 € et que moi, mon prix, c'est 250 € que je vais m'aligner. C'est pas à moi à payer les frais parce qu'elle dit qu'elle a pas le budget. Et souvent, elle a le budget. Donc maintenant, ce que je fais, c'est je propose mes tarifs, j'explique ce que ça inclut, je lui explique ma méthode de travail, je lui montre de la preuve sociale pour lui montrer que j'ai déjà apporté tel résultat aux marques. Et ensuite, c'est elle qui décide si elle peut suivre ou non. Si elle peut pas suivre, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et tu verras que parfois, même très souvent, ces marques-là qui te disent elles ont pas le budget, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, il est fort probable qu'elles reviennent vers toi et qu'elles te disent ça y est, c'est bon, on a débloqué un budget, on peut travailler ensemble. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser des collabs et qu'on vienne me solliciter quelques mois après parce que ça y est, le budget il est débloqué. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que tu dis non aujourd'hui que cette collab tu l'auras jamais. Évidemment, il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente si vraiment c'est ta marque de rêve, que tu commences tout juste dans l'UGC et que voilà, la marque elle te propose, je sais pas, 150 € et que toi t'avais dit 200 €, à la rigueur, voilà, tu peux essayer de trouver un terrain d'entente, de négocier des produits en plus, de négocier, d'avoir une étude de cas, de lui demander un témoignage, etc. pour quand même trouver un peu un juste milieu et que ce soit un win-win. Mais ce que je veux dire, c'est refuser des collabs où c'est pas du tout accordé à tes tarifs. Si toi, tu estimes que tes vidéos, elles sont suffisamment qualitatives, qu'elles ont déjà apporté beaucoup de résultats et que toi, tes vidéos, tu les vends 200, 250 €, si la marque t'en propose 100, n'accepte pas la collab. Tu as le droit de refuser et de te concentrer sur des clients qui vont justement reconnaître la valeur de ton travail et te payer à ta juste valeur. Et pour terminer, l'erreur numéro 5 que j'ai fait par rapport à mes prix, c'est de ne pas faire évoluer mes prix, de garder toujours les mêmes tarifs. Donc je me souviens, je pense que j'ai bossé pendant 1 an au même prix. Genre mes vidéos, j'ai jamais fait évoluer mes tarifs pendant 1 an d'UGC, alors que déjà mon matos, je l'avais upgradé. Donc j'étais passé je crois que j'avais un iPhone 11 et je suis passé à un iPhone 14 Pro. Au niveau de mon setup, j'avais upgradé aussi. Donc avant, j'étais chez mes parents, puis après j'ai emménagé avec mon compagnon. L'appart est beaucoup plus lumineux en termes de lumière, enfin le rendu sur les vidéos et tout, c'est vraiment beaucoup plus qualitatif. En termes de montage, j'étais 2 fois plus rapide et 2 fois plus efficace. Enfin mes montages étaient beaucoup mieux que mes montages de quand j'ai commencé. Et surtout, 4e chose, mes vidéos ont vraiment commencé à performer. Je pense que c'est au bout de un peu moins d'1 an quand même que mes vidéos ont vraiment commencé à performer parce que j'ai vraiment bien compris comment ça fonctionne une vidéo UGC et j'ai demandé aussi des retours aux marques, j'ai demandé des stats, etc. qui m'ont permis de comprendre, ok, ma vidéo là, elle a bien fonctionné, ce hook là, il performe bien, etc. Et donc tout ça, ça a fait que mon contenu, il a upgradé et moi, j'ai gardé les mêmes tarifs pendant 1 an. Parce que je me disais, voilà, j'ai toujours demandé ce prix-là, pourquoi est-ce que j'augmenterais mes tarifs, pourquoi est-ce que les marques, elles seraient prêtes à me payer plus. Sauf qu'à partir du moment où tu level up en compétences, et que tu level up en termes de résultats que tu peux fournir aux marques, forcément tes prix ils doivent level up en conséquence. Je dis pas que tu dois augmenter tes prix toutes les 3 semaines, mais moi je fais une révision régulière de mes prix, je dirais tous les 4-5 mois pour voir si c'est toujours en accord, si entre temps il y a des choses qui ont évolué, si je me suis améliorée dans certaines choses, si mon contenu il est plus qualitatif, plus performant, je vais faire une révision au niveau de mes prix. Donc ça je te conseille vraiment de revoir aussi ça et de pas facturer les prix que tu facturais au début. Sinon je serais toujours à 100 € la vidéo et enfin voilà, sur le long terme c'est pas viable. Et je sais que ça peut faire peur parce que moi j'avais super peur d'augmenter mes tarifs, mais en vrai les marques sérieuses elles comprennent que voilà ton travail il a de la valeur et que tu as le droit d'être rémunéré à ta juste valeur. Elles savent que si elles mettent aussi un peu plus cher, tu vas peut-être aussi être plus engagé, tu vas faire du contenu plus qualitatif, tu vas avoir envie de vraiment de over deliver comme on dit. Je suis désolée, je fais du franglais mais je sais plus comment on dit en français. Je crois que c'est surdélivrer, je crois que c'est ça, enfin vraiment faire vivre une expérience client hors du commun, en gros t'as capté. Et ça les marques elles respectent encore plus. Donc finalement le fait d'augmenter tes prix, ça peut aussi augmenter ta valeur
auprès des yeux des marques et du coup finalement te positionner dans une meilleure posture, avoir plus de crédibilité, encore plus de légitimité. Donc finalement ça a que du positif. Encore une fois, je te dis pas d'augmenter tes tarifs toutes les 3 semaines ou tous les mois. C'est vraiment quelque chose que tu dois faire en lien aussi avec les compétences que tu vas améliorer, les résultats que tu vas apporter, etc. Donc voilà, comme tu l'as vu, j'ai vraiment fait plusieurs erreurs quand j'ai commencé à fixer mes tarifs au tout début. J'espère que tu apprendras de ces erreurs-là, comme ça tu les feras pas toi à ton tour et tu pourras directement skipper cette étape et directement bien facturer. Forcément, ça peut prendre du temps. C'est normal qu'au tout début, tu saches pas exactement, tu sois pas forcément sur le bon tarif et que peut-être que dans 2 mois, tu te dis mais punaise, en fait, cette vidéo, j'aurais pu la facturer tellement plus cher. C'est ok, c'est normal de faire des erreurs. T'es aussi dans une phase d'apprentissage et tu peux pas savoir forcément combien de temps la vidéo va te prendre, tu sais pas forcément à quel point la vidéo va être qualitative dès le début, surtout quand tu commences, quand tu débutes, voilà, c'est normal de faire ces erreurs-là. Après, par la suite, comme je t'ai dit, c'est vraiment une question d'ajustement, de changement de positionnement aussi, parce que finalement, quand tu augmentes tes tarifs, tu te positionnes aussi comme une créatrice plus avancée, plus expérimentée, donc tu dois faire des choses qui vont aller dans ce sens-là. Donc par exemple, tes contenus aussi sur les réseaux sociaux que tu vas poster, il faut aussi qu'ils upgradent en qualité. Donc voilà, mais sache simplement que c'est normal au tout début de faire des erreurs, de se tromper un petit peu sur ses prix. Et puis comme je dis toujours, c'est vraiment grâce à l'expérience que tu vas affiner tes compétences, que tu vas affiner tes prix, que tu vas te sentir plus crédible, plus légitime. Donc forcément, gagner en expérience, ça demande du temps, c'est normal. Je sais qu'on est beaucoup à vouloir aller très très vite, mais tu verras chaque chose en son temps. Et en tout cas, j'espère que déjà avoir ce recul sur moi, les erreurs que j'ai faites, ça t'a beaucoup aidé. En tout cas, n'hésite pas à m'envoyer un message par rapport à ça si même tu as encore des questions, si tu veux discuter de l'épisode avec moi, ça fait toujours plaisir. Et puis comme d'habitude, tu peux mettre le screen de l'épisode dans ta story, je passerai sur ton compte. Et en attendant, moi je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.